C'est un véritable plaisir d'avoir l'occasion de s'adresser à des élèves de lycée, à des lycéens. C'est un public avec le contact duquel j'ai complètement perdu au fil des années. Donc c'est absolument merveilleux de se dire qu'on parle à des gens qui arrivent, entrent dans l'âge adulte et qui ont l'occasion donc de prendre conscience d'un certain nombre de questions contemporaines, aiguës, qui occupent toute la société, des adultes justement. C'est de les faire participer à une conversation qui est une conversation entre adultes. Et le message principal, c'est qu'à cette conversation, ils doivent participer dès à présent et la maintenir vivante en eux à travers les épreuves, les études, les premiers emplois, les premiers engagements politiques et familiaux qu'ils vont prendre. Ce sont des questions qui doivent rester actives dans leur esprit de manière justement à assurer une vigilance et une participation démocratique. Il y a un certain nombre de fonctions de l'intelligence qui peuvent être déléguées à la machine plus ou moins bien selon les fonctions en question. Mais l'intelligence globale, pas du tout, pour des raisons à la fois techniques et des questions conceptuelles. Mais pour bien comprendre ça, il faudra lire mon livre. En gros, pour le dire en un mot, de manière très simple, l'intelligence humaine, c'est l'art de se comporter de manière appropriée. Et se conduire de manière appropriée, c'est une fonction humaine qui dépend de notre destin humain, de notre vie humaine. La machine, elle n'a pas une vie humaine. Elle ne peut pas donc déterminer ce qu'est le comportement approprié, mais elle peut me donner des conseils sur des questions techniques limitées. Ça, je peux l'externaliser. Alors, les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, permettent-elles d'externaliser notre intelligence humaine? Sommes-nous en train d'assister à un changement dans la définition de l'humain sous l'effet du développement de ces nouvelles technologies? Alors, nous serions dans cette situation s'il existait une définition de l'humain. Malheureusement, on la cherche. Il n'y a pas de définition de l'humain, donc il n'y a pas véritablement une mutation. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que à la fois le progrès des connaissances scientifiques et le développement des technologies font bouger en quelque sorte l'image floue que nous avons de l'humain. Mais je ne crois pas, pour l'instant, à une mutation radicale. Je ne pense pas qu'il y a un avant et après. Avant, l'homme, c'était ceci, et après, ou dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, l'homme, ce sera complètement différent. Mais l'image aura un peu bougé, elle se sera enrichie, elle se sera modifiée, plus ou moins subtilement, d'une manière qui est complètement imprédictible, à mon avis. Donc la question qui se pose maintenant est de savoir si on peut développer ces technologies convergentes, très puissantes, très prometteuses, tout en les laissant sous le contrôle d'une sorte de sagesse collective qui préserve notamment les normes de la démocratie et de la participation des citoyens. C'est possible et c'est même indispensable, mais c'est difficile. Ça exige un effort à au moins 3 niveaux. D'abord, celui des technologues et des scientifiques et des organes qui produisent en quelque sorte ces nouvelles connaissances et ces nouvelles technologies, qui doivent en quelque sorte prendre conscience des risques et des dangers et s'imposer à eux-mêmes un certain nombre de garde-fous. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour le génie génétique en 1975, où les grands du génie génétique qui étaient naissants à l'époque se sont réunis à Asilomar et ont proclamé un moratoire. Et donc ils ont décidé de ne pas poursuivre les expériences en cours jusqu'à ce qu'on soit entouré d'un certain nombre de garanties produites par les recherches. Donc il y a ce niveau-là. Le deuxième niveau est celui des autorités judiciaires, réglementaires, etc., qui doivent être extrêmement vigilantes. Et puis le troisième niveau est celui des citoyens, et les citoyens doivent participer activement à la réflexion sur les finalités, les possibilités, les frontières à ne pas franchir, etc. Mais pour cela, il faut évidemment organiser cette participation citoyenne, ce qui est une question qui n'est pas du tout négligée, mais qui est loin d'être résolue. Comment faire participer pleinement les citoyens? La première chose à faire, c'est de développer l'enseignement de ces questions-là dès l'école et dès l'université.